guerre qui laisse encore aujourd'hui des traces dans les cœurs et les mémoires. Mes enfants doivent avoir le respect pour les soldats canadiens. Ils ne peuvent pas oublier ça. J'ai eu l'occasion pendant mon voyage en Belgique de rencontrer des agriculteurs qui, à chaque printemps, doivent passer sur leur ferme avec des détecteurs de métaux parce qu'ils retrouvent encore des munitions non explosées, des bouteilles de gaz. Le fait d'adopter une tombe est tout simplement un engagement personnel de rendre visite au moins une fois par an à cette tombe-là. Et nous proposons toujours de poser 2 fleurs, une rouge et une blanche qui sont les couleurs de votre pays. Qu'ils soient vétérans, historiens, ambassadeurs, enseignants, guides touristiques ou artistes, tous nos intervenants canadiens ou belges ont en commun leur intention et leur souci de perdurer la mémoire des victimes. Ils souhaitent qu'on se souvienne de la contribution du Canada durant les 2 guerres mondiales. Dans les écoles belges et canadiennes, les 2 guerres font partie des programmes d'histoire. C'est un devoir collectif d'expliquer aux enfants les faits qui ont déclenché les guerres et les conséquences de ces conflits mondiaux. Toutes les écoles de Belgique se sont aussi vraiment mobilisées parce que dans l'enseignement des jeunes aujourd'hui, on ne peut pas leur faire oublier l'histoire. C'est vrai que des fois, quand on parle aux jeunes du 19e siècle, des fois on a comme réponse « oui, mais on ne connaît pas, on n'était pas encore né à ce moment-là ». Mais il faut que les jeunes gens aussi n'oublient pas leur histoire. Et donc dans tous ces événements qui ont été organisés, c'est heureusement l'enseignement qui s'est vraiment mobilisé, qui donc avec des milliers de groupes, ils ont fait venir leurs élèves, leurs étudiants dans les différents musées. Et c'est ça qui a donné vie justement à tous ces événements, parce qu'autrement on aurait pu organiser beaucoup d'événements pour rien du tout. En Belgique aussi, les 2 guerres mondiales sont enseignées à l'école, dans les cours d'histoire. Surtout dans les dernières années, je crois, des humanités. Mais je dois vous avouer que mes souvenirs ou que l'image que j'ai des 2 guerres mondiales vient plutôt d'autres sources, les films, les nombreux films qui ont été réalisés autour de ces guerres, les documentaires, les articles, et aussi et surtout les récits de mes parents, en fait, qui ont raconté leurs propres expériences quand ils étaient jeunes, durant la Seconde Guerre mondiale, qui m'ont parlé aussi des expériences de leurs parents, également dans la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi un peu de la Première Guerre mondiale. Et ce sont surtout ces récits-là qui m'ont marqué et qui ont forgé l'image que j'ai de ces événements. Pour apprécier la contribution des soldats canadiens, des enseignants prennent des initiatives avec leur classe. Une cérémonie est alors organisée. Des élèves se mobilisent pour illuminer plus de 1000 tombes dans un cimetière à Adegem. Parents et grands-parents sont invités à partager cette commémoration. Au début, les enfants ont étudié de la Deuxième Guerre. Et puis, on a pensé avec les enfants qu'on peut faire pour les soldats canadiens, pour les apprécier. Et puis, on a une idée. On a allumé toutes les tombes sur le cimetière. C'était avec les parents et les grands-pères. C'était une cérémonie avec une atmosphère très intime. C'était très beau. Les enfants participent avec enthousiasme à ce projet de commémoration en faisant des recherches et des présentations sur les soldats canadiens de leur choix. Chaque année, il y a une cérémonie à Adegem. Ils ont écrit un poème pour leurs soldats personnels. Ils ont écouté les histoires et puis on a fait un petit théâtre des histoires des soldats canadiens. On peut lire dans les livres, mais si on écoute les histoires personnelles, les enfants étaient très enthousiastes. À travers cette cérémonie, on cherche à inculquer le respect envers les soldats canadiens. J'espère qu'une école du Canada vient avec mon école
et tous ensemble, avec les enfants canadiens, ça sera très chouette, heureux, très beau. Mes enfants doivent avoir des respect pour les soldats canadiens et ils ne peuvent pas oublier ça. Et j'espère que les enfants, dans le futur, aura aussi beaucoup de respect pour les enfants, pour les amis, pour les autres gens. Chacun à sa façon s'implique dans un projet de parrainage des tombes de soldats canadiens. Ce ne sont pas seulement des écoles, mais également des associations qui ont ce même but. L'Association Belgique-Canada porte un geste symbolique d'adopter une tombe. L'idée est d'honorer chaque soldat enterré loin de sa terre natale. L'Association Belgique-Canada a été créée pour rendre hommage à tous les Canadiens qui ont donné leur vie pour notre liberté, pour notre indépendance et pour ne jamais oublier tous les sacrifices de votre pays, pour notre pays, aussi bien dans la Première que dans la Deuxième Guerre mondiale. La plupart de ces cérémonies se font aux environs de la libération de notre région ici. Donc à partir de septembre jusqu'en novembre. Tout le long de la côte ici, après le débarquement en Normandie, toutes les villes et les villages ont été libérés par les Canadiens. Et pour commémorer cela, quand il y a une cérémonie là-bas, nous sommes présents pour montrer notre engagement envers le Canada, envers ses soldats. Puisque mon père était donc Canadien vétéran, comme j'étais jeune, j'étais à tous les cimetières pour les cérémonies et ça fait quand même quelque chose, ça reste dedans. Dans la cimetière d'Adigem, il y a au moins à peu près 1 millier de soldats canadiens qui sont enterrés là. Ils ont pris les gens de partout et ils ont mis dans la même cimetière là à Adigem. Ce qui est important, c'est que dans notre association, il y a 37 pour le moment, 37 villes et villages, municipalités qui ont été libérés par les Canadiens, qui nous supportent, qui sont entre parenthèses aussi membres de notre association. Mais tous ces gars-là qui sont venus de si loin pour mourir ici, ils ne reçoivent jamais de la famille parce que c'est beaucoup trop loin. Alors notre idée, c'est qu'il faut trouver des gens ici qui considèrent ces gens-là comme de leur famille. Et le fait d'adopter une tombe est tout simplement un engagement personnel de rendre visite au moins une fois par an à cette tombe-là, de s'incliner devant cette tombe, d'avoir une petite prière quand on est engagé religieusement et de poser quelques fleurs. Et nous proposons toujours de poser 2 fleurs, pas de grands bouquets de fleurs, mais 2 fleurs, une rouge et une blanche qui sont les couleurs de votre pays. Maintenant, le 12 mai, nous organisons pour la 2e fois cette cérémonie d'adoption et nous avons 156 tombes qui seront adoptées, dont 110 tombes canadiennes. Dans chaque tombe, il y a donc un soldat qui est là, qui est venu mourir ici et qui a sa tombe là-bas. Ce n'est pas seulement une petite stèle, ce n'est pas seulement un petit monument, ils sont vraiment enterrés là-bas. Donc on demande à tous nos adoptants, tous nos parrains et marraines de rendre visite au moins une fois par an à cette tombe-là, de s'y incliner quelques minutes, de garder le silence, de faire une petite prière et de considérer ce gars qui est là comme quelqu'un de la famille. De nos jours, les manifestations de reconnaissance envers les Canadiens sont clairement exprimées et partagées. J'ai beaucoup de respect pour les Canadiens et j'espère, je suis sûr que mes élèves ont beaucoup de respect. Et avec son projet, il n'oublie jamais, je suis sûr. Les 20 enfants ont un soldat personnel
Et j'espère quand ils ont 30 ans, un jour avec ses enfants, il vient à le cimetière avec sa photo. Moi, je suis né avant la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et j'ai été comme enfant, j'ai vu l'occupation ici. J'habitais à Ostende, près d'Ostende, à Middelkerk. Et là, j'ai vu les Allemands et j'ai vu aussi des collaborateurs belges qui collaboraient avec les Allemands. Entre autres, j'ai eu un instituteur d'école qui nous faisait lever la main et dire Heil Hitler à certains moments. Alors ça m'a toujours touché, ça m'a fait énormément de la peine. Et c'est pour ça que j'ai toujours été intéressé par l'hommage qu'on doit rendre à tous ces gens qui ont payé, qui sont battus pour notre pays, aussi bien les Belges que les Alliés qui sont venus ici. Et c'est ainsi que je me suis engagé aussi en Belgique-Canada pour rendre hommage à tous ces gens-là qui sont venus ici pour nous. Chacun à sa manière préserve la mémoire des soldats qui ont combattu pour notre liberté. En 1917, le gouvernement britannique met en place l'Imperial War Graves Commission, renommée en 1960 la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth. C'est une organisation qui prend le soin et la responsabilité d'enterrer respectueusement les soldats morts laissés sans sépulture. L'histoire débute réellement pendant la Première Guerre mondiale ou la Seconde Guerre mondiale, et suite à ces guerres-là, il y a eu des unités spéciales qui sont allées repérer les corps des soldats pour les inhumer dans des cimetières de la Commission des champs de bataille du Commonwealth. Et ces unités-là, donc, faisaient des cimetières qu'on appelle essentiellement des concentrations de cimetières. Et en même temps, dans la mesure du possible, moins suite à la Première Guerre, mais plus à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où ils avaient vraiment un effort d'essayer d'identifier, dans la mesure du possible, les soldats lorsqu'ils étaient exhumés, pour ensuite les inhumer dans le nouveau cimetière. La science permet plus à l'identification. Donc, ce qui arrive ici en 2007, c'est qu'on établit plutôt un programme plus formel, où on peut répondre à des trouvailles d'ossements de soldats canadiens. Donc, en Belgique ou en France, s'il y a des ossements qui sont retrouvés, ils ont des mécanismes pour intervenir et, comme nous, savoir un peu c'est quoi les origines de ces ossements-là. C'est à ce point-là que la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth est appelée. Et de là, eux font un rapport sur les ossements et eux, de là, déterminent à quel membre du Commonwealth appartiennent ces ossements-là dans la mesure du possible. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on retrouve encore des armes, des vêtements et même des ossements appartenant aux soldats. La construction de routes, de maisons ou d'industries, on fait en sorte que de plus en plus des corps de soldats canadiens sur les champs de bataille, non seulement canadiens, mais britanniques, australiens ou tout français, allemands, font surface. Avoir le lieu précis où les ossements ont été trouvés est essentiel. À cause de là, on peut, en utilisant les cartes de l'époque, en jumelant avec les cartes d'aujourd'hui, on peut repérer quelles unités ont possiblement été à cet endroit-là à un moment donné. Si on a le lieu, on peut ensuite suivre quels combats ont lieu à cet endroit-là. De là, on peut savoir quelles unités canadiennes ont servi à cet endroit-là. Et ensuite, on peut faire une chaîne qui nous permet d'ensuite aller voir les rapports, les journaux de guerre qu'on appelle, qui étaient créés par les unités. Et souvent, c'est plus qu'une unité, donc on doit aller voir plusieurs journaux de guerre. Mais en même temps, on peut savoir ensuite quelles unités étaient là. Et lorsqu'on sait quelles unités étaient là,
On peut ensuite utiliser les listes qui se trouvent à la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth pour ensuite faire des listes de soldats qui n'ont pas de sépulture connue. En se basant sur les ossements, les cartes de l'époque et d'aujourd'hui et en utilisant les journaux de bord des soldats, la Commission des sépultures de guerre du Commonwealth peut alors aider à déterminer l'identité du soldat. Nous, ici, à la Direction des histoires patrimoine, c'est vraiment important qu'on regarde à toutes les données, puis que le même poids soit à donner à toutes les données. Donc, la rigueur scientifique quand ça vient à l'anthropologie, quand j'ai une recommandation pour une identification, je prépare un rapport d'anthropologie médico-légale qui est ensuite envoyé à un autre anthropologue qui est capable de réviser mon rapport pour faire sûr que tout est correct, que je suis en train de suivre les bonnes méthodes et que si on se fait questionner dans le futur, bien, le rapport va être assez correct, qui sera capable de répondre à toutes les questions que quelqu'un aura dans le futur. Donc aussi, quand ça vient avec l'ADN, on fait sûr de l'envoyer à un laboratoire d'ADN professionnel pour faire sûr que la démarche et les données ont bien été requis. Et ensuite, c'est la même chose pour l'analyse isotopique. Parce que les restes humains, à la fin de la journée, c'est une source primaire. Puis c'est vraiment, ça a enregistré tout ce que l'individu a vécu durant sa vie. Toutes les données de différentes sciences sont prises en compte. L'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, l'ADN et les isotopes permettent de faire l'analyse des données dans le but d'identifier chaque soldat. Il y a des éléments taphonomiques qui affectent les eaux. Donc, les éléments taphonomiques, ça peut être n'importe quoi, l'eau dans le sol, des insectes, des animaux, la construction. Donc, il va y avoir des éléments qui vont faire du dommage aux restes humains, absolument, ou qu'ils vont soit écarter les restes humains. Il y a des régions dans le corps qu'on fait l'analyse très spécifiquement parce que puisqu'on agit, ils vont changer. La morphologie va changer. Et aussi, lorsqu'on grandit, lorsqu'on est adolescent, les os longs, surtout, sont en 3 morceaux. Donc, puisqu'on grandit, on devient adolescent, ensuite, là, ils vont fusionner ensemble pour devenir un morceau, un ossement. Donc, il y a quand même des indices vers la fin des années d'adolescence, 17, 18, 19, jusqu'à l'année de 30 ans, où ce qu'on peut vraiment avoir des vraiment bons indices pour vraiment déterminer, OK, cet individu-ci est moins que 25 ans, disons. Ou à l'âge de 25 à 29, par exemple. Une fois qu'on arrive plus que 30 ans, ça devient un peu plus difficile, mais quand même très possible. Mais c'est juste que les âges qu'on va être capable de déterminer vont être un peu plus éloignés l'un de l'autre. Donc, ça va peut-être maintenant dire que cet individu a l'âge de 30 à 40 au lieu de 30 à 35, mais on est quand même capable de déterminer ça. Pour les anthropologues, les os contiennent une quantité d'informations spécifiques et parfois étonnantes sur le vécu de la personne. Pour aller à la guerre, parfois les soldats mentaient sur leur âge. À l'aide des analyses, on remarque souvent qu'ils avaient moins de 18 ans. Pour nous, ce que nous, on veut vraiment faire, c'est essayer de trouver le lieu de naissance, parce que le lieu de naissance est sur les dossiers du soldat. Donc, puis on a espoir qu'ils n'allaient pas nécessairement mentir à propos de leur lieu de naissance comme qu'ils allaient mentir de temps en temps à propos de leur âge. Donc, puisque l'émail dentaire est formé très tôt dans la vie, même pour les dents d'adultes, c'est quand même formé très tôt vers la naissance, à force de consommer l'eau, consommer la nourriture de la région où on va grandir, ça a un effet sur les éléments à l'intérieur de l'émail. Donc, nous, ce qu'on décide de faire, c'est qu'on détruit l'émail dentaire. On prend des données pour l'oxygène 18, l'isotope d'oxygène 18. Et il y a des organisations à travers le monde qui ont été capables de prendre sur le globe des différentes données de où certains isotopes d'oxygène 18 et quel niveau, ils sont à quel niveau à partir des régions géographiques. Donc, avec cette information-là et l'analyse qu'on reçoit, les résultats qu'on reçoit du laboratoire, on est capable de déterminer si l'individu est peut-être été né au Canada ou s'il a été né en Angleterre, parce que les résultats sont différents. Donc, aussi, quand le monde pense à « Ah, ben vous avez de l'ADN, vous avez été capable de déterminer », malheureusement, c'est pas si facile que ça. Donc, c'est pour ça qu'on prend toutes les données, l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, l'ADN, les isotopes, puis on met le tout ensemble pour être capable de vraiment faire l'analyse de toutes les données,
tout a le même poids pour être capable de faire une recommandation sur l'identification de l'individu. Si on utilise l'exemple du Private Duncanson, du soldat Duncanson par exemple, il était très complet. Il était très, très complet, très bien préservé. Ça, je crois aussi que ça a à faire avec la terre, il était enterré, mais il n'y avait plus de peau, il n'y avait plus d'organes, c'était vraiment juste les ossements qui étaient restés, mais en très, très bonnes conditions. À la fois pour les familles et les soldats des régiments actuels, il est essentiel de retrouver les soldats morts au combat, même aujourd'hui, 100 ans plus tard. Mon expérience avec plusieurs familles, c'est un sens de soulagement à cause qu'ils ont souvent entendu parler par leur grand-père ou certains leurs parents de cet individu-là qui était parti à la guerre, qui n'avait pas de sépulture connue, ou comme dans un cas où c'était la nièce d'un soldat. Mais elle avait entendu parler son père qui avait perdu son frère et ce frère-là avait resté ou avait fait partie de l'histoire familiale pendant des générations. Pour eux, c'était un grand soulagement. Du point de vue des forces armées, c'est aussi important à cause que ces soldats-là font partie des régiments qui existent toujours aujourd'hui. Donc, c'est important que les soldats d'aujourd'hui puissent faire des liens avec ces soldats-là qui sont allés devant eux essentiellement et qui se sont sacrifiés. Donc, il y a ce lien-là pour les Forces armées canadiennes qui est important aussi à cause de ces jeunes soldats-là dans les régiments de combat d'infanterie ou blindés, ceux qui reçoivent des honneurs de bataille, ont souvent ces honneurs-là que ces soldats-là se sont mérités pour le régiment. Donc, les jeunes d'aujourd'hui voient ce lieu, que ce soit Vimy ou Arras ou Amiens. Donc, ils voient ces lieux-là qui sont des honneurs pour le régiment et ils peuvent ensuite se réassocier avec ces individus-là. Et c'est très important que les soldats du régiment qui existent aujourd'hui font partie de l'inhumation. Sur les champs agricoles, grâce aux détecteurs de métaux, on trouve régulièrement des munitions, des armes, des mines et même des obus. J'ai eu l'occasion pendant mon voyage en Belgique de rencontrer des agriculteurs qui, à chaque printemps, doivent passer sur leur ferme avec des détecteurs de métaux parce qu'ils retrouvent encore des munitions non explosées, des bouteilles de gaz. Et donc, ces objets-là sont ramassés par l'armée à chaque année. Donc, ça fait encore partie de leur quotidien. Les dangers de la guerre existent encore pour ces gens-là. Puis, même certains d'entre eux qui ramassent ces objets-là, il y a des petits musées personnels qui sont créés parce qu'eux, ils reconnaissent encore l'importance qu'a eu la Première Guerre mondiale sur leur pays. Je prends mon père pour aller à l'école, pour expliquer un peu les enfants comment ça faire, les coquelicots, puis les guerres, parce que je crois que c'est très important pour les enfants, déjà à un jeune âge, pour savoir tout ça. Je prends mon père en Belgique aussi c'est pas seulement pour moi, mais c'est surtout pour mon papa parce que il doit aller à les cimetières, il doit aller visiter les cimetières. Surtout, il y avait une cimetière qu'il allait déjà 65 fois, je crois, et il doit absolument aller de retour parce que pour moi, c'est très important pour lui, pour être là pour les cérémonies. Les vétérans, les artistes et les enseignants, tous continuent de partager les histoires de ces deux guerres dans le but d'honorer le dévouement et la mémoire de toutes les victimes. C'est vraiment crucial, c'est essentiel. C'est un devoir de mémoire que nous avons. Je crois que c'est une obligation morale de raconter ce qui s'est passé durant ces guerres, ce qui a mené à ces guerres, les idéologies extrémistes qui ont mené à cette débâcle, dans le but justement que ces choses-là ne se reproduisent plus. Et avec les générations qui passent, évidemment, cette mémoire doit être entretenue, parce que les jeunes d'aujourd'hui n'ont pas des parents qui eux-mêmes ont vécu cette guerre et donc n'ont pas ces récits que moi j'ai eus de mes parents. Et
ça devient d'autant plus important de faire cet effort, de raconter ce qui s'est passé et pourquoi cela s'est passé, quelles ont été les conséquences de cela et comment on est arrivé à cette situation-là. D'autant plus que nous vivons une époque où certains éléments qui ont contribué à ces guerres semblent d'actualité, je dois dire. Les commémorations aspirent à un but pédagogique et éducatif auprès des futures générations afin que jamais les erreurs du passé ne soient répétées.